chaque fois que la question revient, on ne voit pas de différence entre nous. C'est cette capacité-là à s'entendre sur l'essentiel, pas tout, je dirais bien, sur l'essentiel qui peut amener à agir ensemble et à avoir une voix qui pèse. Et ça ne se fait pas dans des groupes qui le proposent à d'autres groupes, ce n'est pas ça. C'est toute une construction collective qui accepte que dans la différence, on s'entende sur l'essentiel. Et c'est ce palier-là qui manque. Oui, mais professeur, ça doit émaner de qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, sur des questions basiques, on voit même d'ailleurs tellement de divergences. Alors, même au niveau même des professeurs d'université, tout à fait. Et sur des questions basiques, on est là et on se dit non, ça doit être par ici, ou bien nous avons cette manière de voir la chose. Alors, nous avons constaté que, globalement, sur cet essentiel-là, les Togolais sont d'accord. Ils sont tous d'accord. Sauf que, selon que ce soit moi ou l'autre, je ne suis pas prêt à m'associer pour défendre cet intérêt-là. C'est ça la difficulté de la chose. C'est-à-dire que nous priorisons les postures, c'est-à-dire qui dit la chose, qui propose la chose, au détriment de ce qu'on doit faire de cette chose-là. Je dis, si nous arrivons dans un début de confiance où ce n'est pas l'individu qui porte l'idée qui est le plus important, mais la pertinence de l'idée elle-même, et que l'idée soit suffisante pour m'engager aussi à faire ma part, en ce moment-là, on aura un autre type de citoyen. Un autre type de citoyen. Il y a des pays où j'avoue que l'État n'a pas besoin d'aller. L'État peut donner les moyens, peut accompagner. Le trou dont il est question, dans certains pays, c'est les citoyens eux-mêmes qui décident, dans leur particularité, dans la zone où ils sont, de dire, bon, ben écoutez, en attendant que l'État arrive, nous commençons par faire quelque chose. Et s'ils sont d'accord là-dessus, à partir de ce moment, l'État ne vient qu'en appoint. Mais le tout, c'est qu'il y a une légitimité de cet État-là. Parce que quand l'État veut parler à des citoyens, il faut que les citoyens se reconnaissent dans cet État. Mais si l'État ne lui donne pas les moyens de se reconnaître en lui, quand il parle, le citoyen ne répond pas. C'est ça parce que la légitimité n'y est pas. Tout à fait, la légitimité n'est pas. Et donc, il faut que nous fassions un effort pour que nous rentrons dans une ingénierie de co-construction. Je ne connais pas très bien celui qui est en face de moi. Je sais qu'il est différent de moi, mais est-ce que nous avions quelque chose de commun? Peut-être même qu'il découvrira que je suis plus proche de lui que de Ponjo dont je parle, que je connais. Personne ne peut le savoir. Alors pourquoi ne pas partir sur cette base essentielle pour que nous-mêmes nous fassions déjà un travail de prise en charge de nos problèmes, de nos préoccupations. C'est pourquoi nous avons voulu que ce contrat social ne soit pas le fait d'un groupe qui vient proposer quelque chose pour les Togolais, non. Nous proposons des pistes qui peuvent être élargies comme on veut. Et quelles sont ces pistes? Ces pistes, je vais juste les rappeler, c'est d'abord la question de l'apaisement social. Qu'est-ce que nous faisons pour que au Togo, dorénavant, un individu, disons un citoyen quelconque, ne puisse pas être obligé de prendre la route de l'exil parce qu'il n'est pas d'accord avec l'autre, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'État? Qu'est-ce que nous faisons pour que ce citoyen ne se retrouve pas en prison? Parce que ces cas dont je parle, ce n'est pas seulement ceux qui te mettent aujourd'hui en exil. Ce n'est pas seulement ceux qui te mettent en prison. C'est que demain, c'est les mêmes c'est ceux qui t'ont envoyé en exil ou en prison qui vont se retrouver en... Par le fait de la nature même, non pas de la gouvernance, mais du type d'État que nous aurons fondé. C'est-à-dire que nous aurons soutenu. C'est ça. En fait, celui qui est aujourd'hui acteur de cette dérive peut devenir victime de cette dérive. Tout à fait. Alors, à partir de ce moment, le confort, c'est quoi? C'est qu'on s'entende pour que ça ne se fasse pas ainsi. Parce que demain, tu peux te retrouver à la place de l'autre. Mais qui prendrait aujourd'hui la manette? Qui dira que, mais oui, désormais, nous allons mettre cette base-là? Justement, c'est le citoyen, ce n'est pas l'État. C'est le citoyen. Ah bon? Parce que j'estime que si le citoyen est suffisamment honnête, suffisamment franc pour aborder certains problèmes, s'il a conscience de de la vérité de ce qu'il dit et de la pertinence de ce qu'il dit, il a les moyens d'agir. Il a beaucoup de moyens.
la formation, la conscientisation, la mobilisation. Je vais te donner un exemple. Mais là aussi, il faut l'adhésion de tous. Pourquoi vous voulez que ce soit l'adhésion de tous? Ça peut être l'adhésion tout simplement de ce que le professeur Gouaké appelle le seuil à partir duquel tout bascule. C'est-à-dire que vous êtes une majorité qui croyait en une chose et individuellement, vous ne pouvez pas les défendre. Individuellement, vous ne pouvez pas. En groupe partisan ou parcellaire, vous ne pouvez pas les défendre. Mais une fois que chacun fait l'effort d'aller vers l'autre, en lui disant, moi aussi je ne suis pas d'accord avec toi, il va se dégager une majorité dont le seuil peut faire basculer les choses. Et c'est pourquoi nous disons que c'est quand les sociétés atteignent ce seuil-là qu'ils se mettent en marche pour réclamer leurs droits. Mais s'ils ne le font pas ainsi, ils n'ont pas la possibilité de peser sur l'échiquier. C'est ça un peu la difficulté de la chose. Et donc, ce que nous, en tant qu'universitaires, nous proposons, c'est une ingénierie, c'est-à-dire une certaine façon de faire pour que, ensemble, nous puissions s'entendre sur l'apaisement du climat social, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, nous parlons de séparation de pouvoirs, mais quand nous parlons des institutions qui les incarnent, nous parlons d'institutions républicaines. C'est bien républicaine, ce n'est pas des institutions présidentielles. Tout se joue à ce niveau-là. Une institution républicaine, c'est une institution dans laquelle la République se reconnaît. C'est des membres d'une institution qui ont été choisis par la République. Parce qu'on est conscient que le chef de l'État, là où il est lui-même une source d'insécurité pour lui-même. Parce que si on ne lui met pas les balises, tout de suite, il peut partir dans tous les sens dans son action. À partir de ce moment, on sépare les pouvoirs pour que le citoyen qui est incarné dans ces institutions-là le protège contre lui-même. Et c'est en cela que la sécurité du chef de l'État par les citoyens est plus importante que sa sécurité personnelle. Si aujourd'hui nous ne voulons pas que quelqu'un touche à notre président parce que c'est nous qui l'avons élu, nous nous reconnaissons en lui, nous lui avons donné mandat pour être celui qu'il est, il a la légitimité. À partir de ce moment, on peut tout faire, on ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ensuite, l'armée. Aujourd'hui, c'est que dans nos pays, on a hérité d'un système qui fait de l'armée un outil d'asservissement du citoyen. Aujourd'hui, nous devons être à même de pouvoir enseigner et dire que l'armée, en fait, protège un territoire. Il ne se met pas contre le citoyen, il protège le territoire. Les services de sécurité, c'est eux qui sont garants de la police interne. Maintenant, il ne faut pas détourner l'armée à des buts de se protéger parce que les institutions ne vous protègent pas bien. C'est-à-dire quoi? Vous voulez faire certaines choses, les institutions vous disent ne le faites pas parce que si vous le faites, vous allez mettre en danger toute la communauté et vous dites bon, quand cela ne tienne, moi j'ai l'armée, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et c'est cette façon de voir l'armée qu'il faut aussi corriger chez nous pour que nous ayons des gens qui petit à petit rentrent dans la dynamique du fait que, en fait, quand on est dans l'armée, quand on est dans les forces de sécurité, c'est au service du citoyen d'abord et non au service de l'État. Parce que je reviens sur la question, la question de l'État est très très importante. Autre chose, la gouvernance. Aujourd'hui, nous tous nous parlons de corruption. On met en place des institutions qui n'arrivent pas à arriver à nous guérir du niveau de corruption. Alors, qu'à cela ne tienne, pourquoi on en arrive à ces schémas? L'une des pistes, c'est très simple. Je vais dans mon village. J'ai un cousin, un frère, un ami qui est agent dans l'administration publique, dont le salaire ne lui permet pas de construire cette maison-là. Mais moi, qui n'est pas dans cette configuration-là, je trouve que c'est une réussite. Alors qu'en vérité, il n'a fait que détourner mes moyens, ou nos moyens, pour s'enrichir et construire ce truc-là. Et aujourd'hui, on fait la courbette devant cette personne-là qui nous a servi, qui prend nos moyens pour nous asservir, alors que celui-là devait être une préoccupation. Mon frère, est-ce que tu es sûr de ce que tu as là? Est-ce que tu es sûr de là où tu l'as pris? Est-ce que ce n'est pas ma chose que tu t'es servi pour? Ce sont des questions sur lesquelles on peut... Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'état de la santé, de l'éducation, etc. J'avoue que c'est avant tout nos problèmes. Quand on parle de l'éducation, ce n'est pas à l'État de définir une politique en matière d'éducation et de dire les priorités sont là. Il y a une démarche pour parler de l'éducation. L'éducation, je dis toujours, est une chose trop sérieuse pour être confiée à l'État ou à un groupe.
À partir de ce moment, la déclinaison se fait au niveau de la société. Il faut que lorsqu'on parle de l'éducation qui marche ou qui ne marche pas, que les citoyens sont là et qu'ils disent ce que vous avez comme configuration, ça a marché jusqu'ici, mais maintenant, ça ne marche plus. Puisque l'enfant qui me revient, je ne me retrouve pas en lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous enseignez en classe, vous, en tant qu'enseignant, vous enseignez les valeurs en disant on ne vole pas, on ne triche pas, on ne fait pas ceci. Et que l'enfant, dans la société, à travers l'action des citoyens, voit le contraire, c'est qu'au même moment où vous le formez, lui le déconstruit. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour que nous ne le déconstruisons pas, que ce que l'enseignant... parfois, je dis, enseigner la soustraction, ce n'est pas pour soustraire de l'argent à l'État, mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Quand nous apprenons la soustraction, c'est que quand nous arrivons quelque part, nous regardons ce que nous pouvons soustraire à l'État. Et donc, il y a ces questions. Les élections, en fait, les élections ne doivent pas nous diviser si les citoyens pensent que le meilleur moyen d'avoir un représentant, c'est à travers les élections. Alors, sur quoi qu'est-ce que nous pensons qui est le meilleur moyen pour nous de faire des élections transparentes et qui nous garantissent que réellement celui que nous les élisons, nous nous reconnaissons en lui. C'est pas d'abord nous convaincre nous-mêmes que nous sommes acteurs de ce que nous allons faire. À partir de ce moment, si nous mettons en place un mécanisme, il faut qu'on s'assure que le mécanisme-là est un ensemble de règles auxquelles nous tous nous convenons. Parce que si nous ne convenons pas à ça, nous pouvons faire 1000 élections, on n'aura pas des résultats qui conviennent à tout le monde. Or, les élections, c'est l'un des éléments sur lesquels on ne s'entend pas. Alors, à quoi ça sert d'aller à des élections sur lesquelles on ne s'entend jamais, en sachant que les règles du jeu sont faussées à la base. Je dis toujours que c'est pas le pied, c'est pas le pantalon qui est gondolé, c'est le pied qui est gondolé. Et nous accusons le tailleur. Non, en fait, le tailleur n'en est pas pour rien. Les règles du jeu, moi je veux jouer basket, toi tu veux jouer du rugby, lui il veut jouer du football. Mais attendez, on parle de quoi là? Rentrons sur l'ère de jeu, on n'aura pas le même résultat. Oui, parce que les disciplines sont différentes. Mais justement parce que ça devait normalement nous réunir. C'est ce qui devait nous réunir. Normalement. Mais si on n'a pas d'entente là-dessus, il ne faut même pas que quelqu'un se perde son temps à aller dire, bon, moi j'ai été... En sachant que lorsque vous avez 2 personnes ou 3 personnes qui sont en concurrence, l'un, vous m'excusez, hein, c'est un perclus, l'autre, il a les 2 pieds, mais bon, il a ce que... Et puis l'autre, lui, il a un char tiré par 1000 chevaux et avec tous les moyens de l'État. Ça et vous dites que c'est la concurrence. C'est pas de la concurrence. Il y a déjà l'inégalité. C'est déjà faussé à la base. Ça ne donnera aucun résultat à la sortie. Et donc, il faut que nous revoyions ces éléments-là pour que nous puissions nous entendre. D'abord, l'identification. Ce n'est pas le jour des élections qu'on identifie les individus. Il y a eu un temps, on nous a compté, nous sommes 8 millions, je ne sais pas combien. On nous a compté. Alors, à partir de ce moment, il faut absolument que le fichier là s'améliore. On ne s'agit pas de nous décompter seulement. Maintenant, il faut faire un travail de peaufinage pour voir qui a quel âge, qui s'appelle comment, il vit où, etc. Et qu'un état civil en découle. Dans certains pays, c'est la carte d'identité qui sert seulement à faire. Et la carte d'identité se génère de façon automatique. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une demande. Une fois que vous êtes dans la base de données, à partir de ce moment, les éléments qui vous configurent sont là et on peut faire le truc. Donc, il y a ces questions-là. Voilà. Et puis, l'éducation, la santé, tout à fait. Il y a d'autres domaines, et bien sûr, alors de la société. Alors, ce que nous disons, ce qui est la rupture, c'est pas de d'énumérer ces points-là. Quand vous voyez un peu, vous écoutez les Togolais, vous voyez qu'ils ont déjà quelques perspectives sur ces questions-là. Ils disent ce qu'ils pensent de ces questions-là. Mais c'est maintenant arriver à ce qu'ils puissent converger, non plus en tant qu'individu, mais en tant que vision, pour que tout le monde travaille à asseoir cette vision-là et à la partager. C'est-à-dire que du moment où je participe, je deviens acteur et je deviens le défenseur de cette vision-là. Avec ce contrat citoyen, comment vous le ferez pour que cette convergence ait lieu? Alors, nous disons que nous ne le ferons pas. C'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire, c'est nous, en tant que, non pas groupe, mais en tant que citoyen togolais. Si aujourd'hui un citoyen qui regarde cette vision estime qu'il y a un point sur lequel il va apporter une solution, je donne par exemple l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, c'est quoi? On investit des milliards. Ça fait à peu près le 20, 21 ou 23% du budget chaque année que nous investissons dans l'éducation. Mais en fait, c'est pour préparer quoi? C'est pour préparer des enfants qui vont sortir 13 ans après. Quand ils rentrent au CPA, ils ont 1 an. Peut-être c'est 13 ans, 14 ans, 15 ans après. Mais est-ce que nous allons attendre pendant ces 13, 14 ans-là pour développer nos pays?
c'est qu'il y a une question de l'éducation qui n'est pas prise en compte. C'est celle qui permet de voir celui qui est sorti du système, qui viendra vous faire un branchement, qui viendra coiffer la toiture, qui viendra faire les briques. Il faut le former. Si vous ne le formez pas, lui, au moins, c'est le quotidien. C'est celui qui doit faire le travail tout à l'heure. Et donc, la question de l'alphabétisation ne devait pas être une question, un épiphénomène de l'éducation. Déjà, à 17h, nous fermons nos salles de classe. Et nous demandons de l'argent pour construire des appartements où nous allons mettre des jeunes qui ont besoin d'une formation pour être opérationnels demain. Nous allons chercher de l'argent pour construire des appartements. Il y a un problème. C'est-à-dire que, fondamentalement, si on n'analyse pas bien les problèmes, on ne peut pas non plus avoir l'adhésion. Et on ne peut pas savoir aussi où nous allons. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, professeur. Ambroise, nous avons écouté le professeur Aoukou sur cette question, et vous avez écouté aussi les pistes. Il a énuméré un certain nombre alors de pistes. Mais je me demande, est-ce que ceux qui sont à la tête n'ont pas, en quelque sorte, un travail à faire, en ce sens, pour que, du moins, le citoyen soit totalement impliqué pour cette convergence dont on parle? Oui, je crois que le professeur a été vraiment dense dans son développement. Les phrases et les mots utilisés ont été bien choisis, sans grabuge non plus, pour que tout le monde puisse en prendre l'élément qui le convient. Mais l'essentialité, c'est qu'il a tourné autour du citoyen. Tout doit tourner autour du citoyen. C'est ce que j'ai retenu. Et quand on parle de citoyen, seul lui détient la souveraineté dans un État. Parce que ceux qui gouvernent sont appelés à être désignés ou élus par ce même citoyen. Et donc, tout part du citoyen et tout retourne au citoyen. C'est le résumé que je fais de ce qu'il a dit. Et si le citoyen doit être au centre du développement, de l'expression de la souveraineté d'un État, je crois que ce citoyen-là doit être formé. Il l'a aussi dit. Et si ce citoyen doit être formé, doit être conscient de la formation qu'il fait et refléter le résultat que l'on a sur la gouvernance de l'État. Et je l'ai toujours dit, et c'est bien que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont allés dans le sens d'un régime parlementaire. Même si nous, dans notre corps, on se retrouve toujours dans la 4e République. Parce que je l'ai développé ici, quand on prend le régime parlementaire, ça revient toujours aux citoyens. Parce que le régime parlementaire, c'est l'expression de la volonté populaire. On renvoie le pouvoir au peuple. Et quand le pouvoir est renvoyé au peuple, le peuple détient l'entièreté et tout le pouvoir dans sa main. C'est lui maintenant qui offre le pan du pouvoir à ceux qui sont au gouvernail, à ceux qui sont à la gouvernance. Et donc, ils ne peuvent rien faire sans faire un recours à ce citoyen. Mais quand ceux qui sont au sommet négligent le citoyen, le moment viendra, le citoyen prendra le taureau par les cornes et les mettra hors d'état de nuire pour reprendre son pouvoir. Puisque Montesquieu l'a dit, le pouvoir appartient aux citoyens. Et là, quand on nous dit que la souveraineté appartient au peuple, ça a tout son sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a parlé de l'éducation à la base. J'ai parlé ici, j'ai dit la dernière fois de la morale, que nous, en notre temps, dans les années 70, 80, on a eu arrivé le matin en classe, on écrit la morale au tableau. Et cette morale, c'est des valeurs que nos enseignants, qui nous frappaient en ce temps-là, il en sait quelque chose, qui nous malmenaient en ce temps-là. Et quand tu vois ton enseignant, tu risques même de ne pas aller à l'école. Donc, Michel en a vécu, c'est sûrement, c'est cette morale-là qu'il faut nous ramener. Et la morale, le citoyen et la politique, il doit y avoir forcément, quand on parle de citoyen, ça renvoie à la politique. Tous les domaines renvoient à la politique. Parce que, en fait, les questions politiques, c'est des questions citoyennes. Quand on parle de la faim, ça renvoie à la politique. Quand on parle de la gouvernance d'une route qu'on a mal construite, ça revient toujours aux citoyens. Parce que après, tu construis pour l'usager, et l'usager, c'est un citoyen. Donc, moi, j'ai été vraiment éberlué et positivement touché par tout son développement, qui ne doit choquer personne. Nous, on est certainement dans nos développements un peu vincifs ou un peu durs, mais à chacun sa manière de voir les choses. Tout comme le professeur Dessay, quand il vient ici, il est très sobre, mais il développe ce qu'il a à dire. Bizarrement, c'est ce que lui aussi il a fait. Il appartient aux gouvernants d'écouter.
Parce que ils ne sont pas aujourd'hui, nous c'est ce qu'on veut, on veut. Hein. Non, non, non. On n'est plus sur ce terrain-là, c'est fini. Vous avez dit qu'on vous a élu. Qui vous a élu? C'est un peuple. Et ce peuple, ça se résume aux citoyens. Et si vous pensez que le citoyen est le centre de tout, vous devez tout faire pour répondre aux désidérateurs de ce citoyen. Parce que après tout, vous lui rendez compte. C'est comme les maires qu'on a élus. Il y a certains maires qui se comportent comme nous sommes dans une monarchie. Ils décident ce qu'ils veulent. Même les conseillers ne sont pas prêts à leur dire non, ça ne passe pas. Et le coin du citoyen ou la case du citoyen, dans certaines mairies, ce n'est pas respecté. Ça doit commencer par là. Ça doit commencer par la case du citoyen, la voix du citoyen, l'intérêt du citoyen. Ce que le citoyen veut, ça doit commencer par là pour que ça réagisse sur toute la République. D'accord. Michel, finalement, c'est le citoyen qui doit être au centre de tout. Ah oui. Je ne pense pas ceux qui gouvernent, les gouvernements de par le monde, je ne pense pas qu'il y a certains gouvernants qui, dans leur gouvernance, ignorent les citoyens. De toutes les façons, si les gouvernants ignorent les citoyens, ça va les rattraper un jour ou l'autre. Parce que, rappelez-vous, on parle de contrôle citoyen de l'action publique. Ça veut dire que c'est les citoyens qui ont ce pouvoir-là de dire que vous avez posé tel acte et tel acte à ce niveau. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous avez posé comme acte. Mais en flagrant, il faudrait que les gouvernants aient aussi le réflexe de rendre compte à qui? Aux citoyens. C'est pour vous dire que dans tous les cas, le citoyen est au centre de tout et on ne peut pas s'en passer du citoyen. Et quelqu'un le disait, si vous décidez sans nous, c'est que vous êtes contre nous. C'est pour dire que quoi? Les individus, les citoyens, lorsque vous ne prenez pas compte ou vous ne tenez pas compte de leurs aspirations profondes, vous pouvez beau avoir de belles initiatives, mais vous pouvez rater la cible, vous pouvez rater ce que vous voulez faire. Et ne soyez pas surpris que vous ayez des réactions contraires à ce que vous, en tout cas, vous aurez voulu espérer. C'est pourquoi, et ce que le professeur dit, je ne le connais pas, je ne connais même pas le mouvement de l'association, donc, mais l'idée n'est pas mauvaise, c'est une bonne idée. Dans tous les cas, c'est que ce soit ici comme ailleurs, tout doit partir des citoyens et tu dois revenir aux citoyens. C'est en le faisant que nous pouvons gagner une paix durable. Justement. Parce que j'ai toujours aimé le professeur béninois Albert Touadjire, paix à son âme, qui a sorti une œuvre dans laquelle il parlait de minimum commun social. Tout à fait, c'est de ça. Si dans un pays, vous ne pensez pas au minimum commun social pour chaque citoyen, c'est que, attendez-vous que ça peut durer, mais un jour, vous allez vous rendre compte que vous étiez avec des gens qui ne sont pas avec vous. Vous voyez? Vous étiez avec des gens qui ne sont pas avec vous parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, que les gouvernants s'y tiennent compte des citoyens qui pensent au minimum commun social qui doit garantir
je le répète, la paix durable. D'accord. Alors, professeur, c'est vrai, nous allons nous intéresser à cette question de 5e République, c'est-à-dire la nouvelle constitution. C'est vrai, on est même d'ailleurs dans les moments transitoires, comme cela est dit, où les dispositions transitoires sont en cours. Alors, et finalement, on connaît en quelque sorte le début ou le démarrage alors de cette question de nouvelle constitution. Alors, finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout se fait sans le citoyen? Oui, mais c'est que c'est plus grave que ça. Si au moins ça se fait sans le citoyen, que c'était bien fait, il n'y aurait pas eu de problème. Alors, le problème, comment est-ce qu'il est arrivé? C'est pas cette vision-là qui est la première de nos actions. Hein. Nous avons déjà l'entame même des choses. Nous avions attiré l'attention du chef de l'État à travers des lettres ouvertes qu'on lui a écrites, des pétitions qu'on lui a, en lui disant que nous allons vers un danger. Est-ce que vous avez reçu comment on appelle, non, de nous réponse? n'avons pas reçu de réponse. Ça, nous n'avons pas reçu de réponse. Mais ça ne veut pas dire que nous allons renoncer. Parce que nous avons l'avantage d'écouter tout le monde et de fréquenter même ceux qui vont proposer ce service-là. Mais là nous aussi, disons, attendez, oui. je vais vous dire une chose. D'accord, allez-y. Disons, écrire une constitution, ce n'est pas un devoir de dissertation universitaire. Proposer une constitution pour le Togo Alors, nous avons d'abord considéré le plaidoyer qui a conduit à cette constitution. Quand vous voyez le plaidoyer, vous dites, mais il y a un problème. C'est-à-dire des gens qui disent qu'ils ont des difficultés à gérer un pays, qu'ils ont des problèmes économiques, qu'ils ont des problèmes politiques, que les élections se passent toujours dans de mauvaises conditions, etc., etc. Alors, de façon inductive, c'est de dire, bon, ben, écoutez, venez, on va s'asseoir, on va en parler. Que chacun apporte son idée. Mais ils me disent, non, ce que nous allons faire, c'est que vous nous aviez donné une chaise pour nous asseoir, pour faire le travail. Maintenant, donnez-nous un lit, on va se coucher et puis on fera le travail. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans l'opportunité de la chose. Ensuite, le contenu. Hier, un détail, peut-être que ça ne va pas vous dire grand-chose, mais ça... L'ancien ministre de la Justice a été... a été nommé, je crois, à un poste à la présidence. Tout à fait, conseiller juridique. Alors quelqu'un qui m'appelle me dit, mais on connaît le nom du président de la République. On connaît le nom du président de la République. Je dis que donc c'est plus. Je dis, mais tu as bien lu ce qu'on a dit à propos de Pius. Il a appelé à une fonction la président de la République. Il n'est pas président de la République. Non, c'est vous dire quoi? Dans le texte, on sait que la concentration du pouvoir se trouve à un niveau donné. Et tout le monde fait le lien entre le chef de l'État actuel et cette concentration du pouvoir. Entre-temps, le texte propose qu'il y ait une partie de ce pouvoir-là qui soit conférée à un autre personnage de l'État. Dans le texte, Mais oser un seul instant proposer un nom. Mais ceux qui ont proposé rapidement le nom du président du Conseil des ministres, ils sont à l'aise. Mais qui nous propose alors celui qui potentiellement au Togo pourrait occuper le rôle pendant du président de la République? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un courageux pour le faire. C'est en cela que l'action citoyenne devient très intéressante. C'est-à-dire que le citoyen est libre de dire, écoutez, de mon point de vue, Luc ou Ponjo pourrait prétendre à ça parce que ça ne me gêne pas. En regardant son pedigree, je crois qu'il pourrait, même si ce n'est pas lui plus tard, mais moi j'ai donné mon opinion. C'est ça une république. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de laisser le citoyen vous dire à peu près qu'est-ce qu'il pense, comment il pense la chose, ça pose un problème. Et quand déjà on voit même la nature de la désignation du président du conseil, aujourd'hui on se dit, mais n'importe quel citoyen venant de n'importe où, qui vient au Togo, qui a une nationalité, qui a un truc par toutes les voies, on sait que les gens ont les moyens de le faire, par toutes les voies et autres là. Si il arrive à faire le tour des députés qui sont à l'Assemblée nationale et convaincre que, bon, voilà, carte sur table, on parle clair, voilà ce que ça me coûte. Mais le groupe peut changer de leader, et donc on va nous changer un chef d'État sur la base, tout simplement, d'un truc entre copains et puis coquins. Est-ce que vous voyez? C'est le risque. C'est là où se trouve le risque. Et nous disons, attention, attention, attention.
Sinon, on risque de partir dans tous les sens. Mais l'expérience du parlementarisme, nous la connaissons très bien, nous l'étudions chaque fois. Mais nous savons que l'élément fondamental qui est au cœur du parlementarisme, c'est l'élection. Et l'élection doit être suffisamment organisée pour que le citoyen décide de qui va parler en son nom. Parce que au moment où la personne va parler en votre nom, vous ne pourrez plus vous exprimer. De deux, il faut que ceux qui incarnent l'action publique, l'action l'action représentative, soient des élus. À quelque niveau que ce soit, au niveau local, au niveau régional ou à qu'ils aient la légitimité. La légitimité. Dans tous les pays parlementaristes ou les régimes parlementaires, ce minimum-là est la base. Mais aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que les élections se passent dans les conditions pour avoir la possibilité de désigner ceux qui peuvent aller s'exprimer ou non? On va me dire, oui, on a organisé des élections. Je dis, bon, vous avez parlé des élections, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais si nous ne choisissons pas à un niveau donné, les personnes qui vont incarner la totalité du pouvoir que nous souhaiterons, c'est qu'il y a un problème. Et nous n'allons pas nous en sortir. Et on a fait des expériences qui étaient plus profondes, mais qui peuvent inspirer d'autres pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. C'est sur cet aspect-là que nous attirons l'attention du chef de l'État et nous disons qu'en tant que citoyen, cette 5e République-là, il faut à tout prix l'empêcher. Parce que nous allons vers des lendemains qui vont nous déchanter. Mais ce serait trop tard puisque nous serons déjà, nous qui sommes concernés, qui sommes l'alpha et l'oméga, nous allons être encore victimes d'une situation. Alors, oui, professeur, je vous ai posé la question de savoir si le chef de l'État vous a répondu quand vous avez envoyé un courrier. Et vous avez dit non, que le chef de l'État ne vous a pas répondu. Non. Mais est-ce que ce n'est pas un mépris du citoyen? Non, ce n'est pas un mépris. Le chef de l'État est libre. Du moment où il est le représentant élu, il est libre de dire... Est-ce qu'il a lu? Il a lu, voilà. Parce que les lettres arrivent là-bas... Le problème que nous avons au Togo, c'est cet État-là. C'est l'État, c'est la nature même de l'État. L'État, en vérité, quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que vraiment, c'est un truc bizarre, ubuesque, que vous ne comprenez pas. Normalement, quand on vote le budget de l'État, les lignes sont bien fixées en disant tel ministère a pour rôle tant, avec mission ceci, etc., résultat tant, temps du temps, montant affecté et autres. Mais quand vous voyez comment est-ce que l'action est pour avoir ce résultat, mais c'est celui qui a la manœuvre, qui doit vraiment le faire, qui se plaint. Alors que, mais l'État, le chef de l'État qui est l'incarnation au niveau du sommet de l'État, lui a donné tous les pouvoirs pour le faire. Lui a conféré mais les pourquoi pouvoirs. il se plaint alors de ne pas pouvoir le faire? Alors il y a un problème à ce niveau pour identifier qui est derrière l'État. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Donc ça pose des problèmes. Et des fois, nous avons l'avantage de recevoir beaucoup de collègues qui ont été en responsabilité au niveau gouvernemental. Quand ils viennent et ils sont déçus, en désarroi, et qu'ils vous disent « Ah, on ne pouvait rien. » Je dis « Mais pourquoi tu as été ?» Tu savais que tu ne pouvais rien. Pourquoi tu as été? Alors, nous sommes les citoyens qui sommes plus ou moins responsables de nos propres turpitudes. Parce que si vous allez, que vous dites que, bon, écoutez, cette année, vous m'avez affecté ça, je n'ai pas pu atteindre mes exigences. Je m'excuse, président de la République, je suis en capacité de ne pas le faire. Vous pouvez choisir quelqu'un à ma place. Je crois que le chef de l'État va avoir alors une posture raisonnable pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe. Des fois, des gens vous disent, j'ai vu le chef de l'État, ça vient du haut, mais on ne sait pas quel haut. C'est ça la vérité. Et quand d'autres personnes à l'extérieur savent que vous fonctionnez de cette manière-là, ils rentrent dans le système et ils le détournent à leur profit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Au plan économique, au plan des choses, on vient vous prêter des expertises, vous ne comprenez rien, alors que vous avez des gens qui peuvent facilement vous proposer des solutions en interne. Puisque le terrain est déjà fertile pour ça. Alors, professeur, il y a Michel qui a une question pour vous. Il a bien parlé de la citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est notre devoir, nous tous. Nous aspirons à être de bons citoyens demain. Et nous voulons que l'État forme de bons citoyens pour demain. Mais il a ouvert une brèche en parlant de la nouvelle constitution. Il disait que on doit empêcher
en tout cas, la mise en œuvre de cette constitution. Vous savez pourquoi? La raison est simple. Je n'ai pas encore, je n'ai pas compris, d'autant plus que nous ne sommes qu'au début, nous avons 12 mois, nous l'avons même écrit aujourd'hui, 12 mois, pour mettre progressivement les institutions en place. Les institutions liées donc à cette nouvelle constitution. Et nous n'avons pas encore le pied dedans. Mais eux, ils voient déjà les dangers. C'est là où je n'ai pas compris d'où vient le danger. Et puis de deux, vous avez dit ici que si aujourd'hui il faut dire de choisir un président de la République pour incarner, parce que la nouvelle constitution a créé un poste de président de la République, on ne serait pas en mesure de le choisir. Je n'ai pas compris pourquoi on ne serait pas en mesure de choisir un président de la République. D'accord, professeur. De suggérer. De suggérer, de proposer. De proposer, comme on a proposé pour le président du Conseil des ministres, rapidement un nom. Et on n'a pas encore de nom pour le président de la République. Ça y est, qui circule. Là-bas, c'est le chef du parti qui a gagné les élections. Là-bas, on sait que c'est automatique. Et on sait comment un chef de parti est généralement désigné. Vous avez vu toutes les querelles qu'il y a autour des chefs de parti. Moi, je suis le chef de parti aujourd'hui. L'autre dit que c'est l'autre qui est chef de parti demain. Et on voit déjà tous dans tout quoi on va nous enfermer. Mais le premier aspect est très très intéressant. On nous évoque le fait que dans des pays où on n'a pas mis en place un truc, l'État peut fonctionner pendant des années. C'est parce que les institutions sont stables que l'État fonctionne normalement, même si on n'a pas choisi à certains niveaux des responsables. On n'a pas étoffé certaines responsabilités. Mais ce que nous disons est tellement fondamental que je ne vois pas pourquoi les gens ne voient pas cela. Montrez-moi un seul pays qui navigue entre deux constitutions. Un seul. Juste pour mon école. C'est-à-dire pour que votre gouverne, quoi. Ma gouverne. C'est-à-dire, montrez-moi un seul pays où dans le pays, quand on arrive, il y a deux constitutions et on navigue à vue entre les deux constitutions. Parce que c'est le socle sur lequel tout est construit. À partir de ce moment, nous disons non. Si vous n'êtes pas encore prêt pour aller en aventure, ne cassez pas le truc que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous sommes en rupture parce que nous pensons qu'il ne faut pas nous donner, il ne faut pas créer de l'instabilité là où ça n'existe pas. Et puis, nous avons un truc sur lequel on a plus ou moins tenu des engagements. Il faut que chacun les assure pour se garantir le droit d'être ensemble. C'est ça. C'est tout ce qui nous amène à nous dire, non, attendez, vous ne pouvez pas vous asseoir, disons, faire deux fondations sur deux chantiers différents et dire que vous voulez construire une seule maison. Mais non, vous ne pouvez pas, vous choisissez. D'accord. C'est ça le problème. Parce que ceux qui nous disent qu'il y a possibilité de préparer à chose, comment on l'appelle là, étape par étape, le truc, je dis, mais attendez, un État ne peut pas se permettre de prendre le risque comment on l'appelle là, de créer pour lui seul son propre séisme. C'est-à-dire qu'il va le détruire parce qu'il ne se connaîtra pas l'amplitude du séisme. Tout à fait. C'est ça le risque. Voilà. C'est ça le risque. Je n'ai pas une question, mais le professeur Okoua a soulevé un volet qui m'a fait peur. C'est le fait que n'importe quel Kidam devienne patron de la République togolaise demain. Un Tchadien ou un Malien peut devenir patron de la République togolaise. Puisqu'il n'y a pas un encadrement juridique clair. Parce que déjà, le président du Conseil est désigné sans débat à l'Assemblée. Est-ce que tu te souviens de ça? Justement. Et donc, quand la personne est désignée sans débat, donc nous ne sommes pas dans une démocratie. Alors que le régime parlementaire, par essence même, c'est l'expression de la démocratie. Il doit être élu avant d'être désigné. Voilà. Il doit être élu avant d'être désigné. Et comme on nous dit que le président là, automatiquement, c'est celui qui est le président du parti majoritaire qui est désigné. Il suffit que quand un richissime Colombien, baron de la drogue, négocie avec nous, on se connaît, c'est-à-dire on sait comment l'argent circule. Hein. On vous dit que ok, il a construit sa maison ici, il a désormais la nationalité togolaise, c'est un Colombien, tout le monde voit que c'est un Colombien. Et il donne 200 millions, lui est devenu togolais, 200 millions à chaque personne. Son parti, c'est lequel? Son parti, c'est le parti
qui viendra gouverner. Je ne parle pas d'aujourd'hui. À moins que demain, dans 2 ou 3 mois, dans 1 an, on peut changer cette constitution-là. C'est pourquoi les gens disent de revenir à la 4e République. Donc, pour vous dire que ce Colombien-là, ayant sudoyé tout le monde, ayant corrompu tout le monde, il devient chef. C'est-à-dire que le chef du parti majoritaire est en même temps Premier ministre ou chef du Conseil des ministres. Nous sommes foutus. Ce n'est pas automatique. Hein? Mais qui te rassure, mon frère Michel? Rien ne te rassure. L'État ne doit pas... La manière dont la chose a été faite actuellement, c'est quand il a dit que j'ai ouvert les yeux. C'est pourquoi j'avais écrit que nous serons dans un embrouillamini. Nous sommes dans un... Ils vont droit dans un engrenage. Fond Nassingé même sera surpris, il risque de se retourner. Ça va se retourner contre lui. D'accord, merci. Ambroise, notre temps est déjà avancé. Professeur, les citoyens vous ont écouté, vos concitoyens d'ailleurs, j'allais dire, vous ont écouté, vous avez également expliqué un certain nombre de choses, et donc certainement qu'ils ont des questions à vous poser, et puisque cette émission est interactive, nous allons leur donner aussi la parole de s'exprimer, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à... Allez-y. C'est juste pour Ambroise Bondo et Michel concernant les bus de Sotral et Bomaf. Vraiment, si vraiment leurs patrons entendent, ils n'ont qu'à prendre des dispositions. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ou bien ils se prennent, surtout pour les Bomaf, c'est parce qu'ils sont des engins lourds, ou de côté de Sotral, ils sont longs, ou bien quoi. Nous tous, on sait ce qui c'est que la conduite. Hier, au niveau de Atikoumé, le nouveau rond-point là, moi j'allais vers Adidogomé, le bus là me suivait. Au rond-point là-bas, on s'est ralenti, c'est parce qu'il y avait d'autres qui passaient. Jusqu'à ce que je le vois, il est venu me serrer. J'étais avec un collègue du service, mais on a crié. On a crié. Franchement, ils n'ont qu'à faire comme aujourd'hui l'OTR fait. C'est qu'ils n'ont qu'à passer un concours pour choisir vraiment des chauffeurs dignes de leur nom pour conduire ces bus-là. Sinon, franchement, ceux qui conduisent ces bus-là, franchement, ils ne connaissent rien. Vous me permettez, pas et tous. Mais il y a certains, vraiment, ça ne va pas. Ok. Pour les POMAF, comme ils font des routes, je pense qu'ils ont pris les routes comme c'est pour eux. Comme c'est pour eux. Sur la route de Covier là, si vous voyez comment, même la route n'est pas bonne, mais si vous voyez comment quand il est derrière toi, comment il fonce, si tu n'es pas courageux, tu risques de rentrer dans la brousse. Pour terminer, pour la route de le trou de Légbasito, fin goudron là. En réalité, je ne sais pas si c'est la mairie, si c'est qui là. L'autre fois, il y a un véhicule, il est rentré en même temps là-bas et c'est fini. Son moteur est coupé. Nous, on a passé, je ne sais pas, il s'agit de quoi. Franchement, c'est ce trou-là, alors que ça vaut même pas un camion pour remblayer là-bas et fermer ce trou-là. Je ne sais pas où juste il y a quoi. D'accord, merci beaucoup Patrice. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, et c'est vous? Oui, ça va aussi. Votre nom c'est Ali. Mais vous savez, si on nous explique des concepts, on devait comprendre. Et ce qu'on vient de nous expliquer doit tourner autour des citoyens. Mais ce que nous vivons au Togo, ça tourne d'une seule personne. Et les citoyens sont oubliés. Et le risque est que, le processus mis en place actuellement est que ça profite seulement à un seul receleur. Retenez bien le mot. Et il initie le faux parce que les députés passés ont fait du faux. Les députés présents font l'usage de ce faux et les gens s'affichent comme si c'était derrière. L'exemple que un journaliste d'ACT là-bas dire comme si on ne peut pas revenir sur la République. Non, ce qui se fait actuellement ne se fait nulle part. Et c'est l'usage du faux qu'on nous impose. Et aucun député n'a été choisi pour nous imposer la 4e République. Et ceci en complicité avec le procureur de la République, la Cour constitutionnelle et toutes les institutions qui représentent le citoyen qui se taisent. Ça, c'est délit d'initié. C'est le délit des initiés. C'est l'université qui se prononce actuellement que sauve la peau. Parce qu'ils savent que c'est faux. Maintenant, ceux qui savent que c'est faux, mais
continuent pas à nous imposer ça, se mettent toujours en position de l'assistance, de non-assistance de personnes en danger. La population togolaise est en danger, mais eux, ils ne se soucient pas de ça. Ils veulent toujours protéger seulement celui à qui profite le crime, qui est le président Fonia Singbe, qui arrose l'impunité dans le pays et qui terrorise la population togolaise. D'accord, ok, merci beaucoup. 22 314. Allô? Oui, bonjour Madame Messi. On est encore dessus. On est livré à ça, on n'a rien à faire, il n'y a pas de travail pour 90% de la population, puisque les gens cumulent, hein, les gens cumulent. Bon, voilà, les universitaires patriotes atterrissent enfin. Voilà. Vous atterrissez enfin, vous avez laissé faire quand même, mais bon, on a tout essayé, on a tout fait, hein, les accords, combien, 45, 35 et puis voilà, on a une constitution que les gens s'appliquent à volonté, et les universitaires ils sont formés pour défendre la République en danger, se taire, jusqu'à ce qu'on en arrive là où on a tout chamboulé, on a changé carrément, on a, comment on dit ça, on a monarchisé, mais bon, moi je sais que c'est pas vrai. Maintenant, peut-être que je vais demander à notre universitaire, qu'est-ce que la C90 ou la Constitution en général du Togo qui a profité au gouvernement durant 61 ans là, qu'est-ce qu'elle leur a fait que subitement ils veulent la changer, ils veulent la cramer carrément, alors qu'ils n'ont rien respecté dedans, hein. Il n'y a aucun article qui a été respecté dans la Constitution du Togo. Et pourquoi maintenant, qu'est-ce que la Constitution là leur a fait? D'accord. Qu'est-ce que ça leur a fait? Moi, je sais que il y a que il faut plonger dans la juridiction pour mettre fin à ça. Dans la juridiction que maintenant, parce qu'on a tout fait, sauf la guerre. D'accord. Merci beaucoup, Madame Messi, pour votre question. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, Papa Sibiti. Pascal. Oui, Papa Sibiti. Vous avez pris la phrase, vous avez remplacé mon directeur. Bon, que Dieu vous bénisse. Moi, Amen. Ce qui compte, le jeu est déjà joué. 5e République, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République, je dis, il a 108 députés. Maintenant, c'est lui seul qui gouverne. Il n'y a plus d'opposition. Il n'a qu'à tout faire pour que tout le monde soit satisfait. Tout le monde mange à sa faim. Parfois, les étudiants qui sortent, j'ai dit que l'opposition du président de la République, c'est la faim, le chômage. S'il fait ça, les fonctionnaires, les journalistes, les retraités, il n'a qu'à s'occuper de nous. On sait que c'est difficile à gérer, c'est tout. Les inondations, s'en occuper. Est-ce qu'il écoute ses conseillers lui-même? Ils écoutent ce que le peuple dit, et le peuple n'a qu'à écouter le peuple et agir pour qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, Richard, depuis Copenhague, bonjour. Bonjour, Ambroise. Bonjour, Tadao. Mon frère René. Bonjour. Merci, c'est Richard depuis Copenhague. Oui, allez-y. Mais j'aimerais plaider pour la route. Surtout à l'entrée de Pafini jusqu'à Tchao. S'il vous plaît, bientôt la fête des Évala. Les gros porteurs, tous nos parents. Je demande aux décideurs, faites quelque chose. Dans toutes les grandes villes au Togo actuellement, on a décidé les routes. Le gros porteur, chaque jour que Dieu fait, ça tue d'un parent. S'il vous plaît, c'est une grande ville. Mon deuxième point, c'est par rapport aux professeurs.
Oui, c'est très beau tout ce qu'il dit. Dites-moi, si vraiment on doit insérer la démocratie, nous, l'éducation que nous avons, la civilisation que nous avons, on pouvait vivre au Togo. Vous voyez, le problème du Togo actuellement, ce sont eux. Mais les grands éduqués là, sur moi, à Yadebo, un chef du village sera comment diriger sa population. Nous, dans notre famille, moi, parents, père, je serai comment Dieu. La plupart, vous aurez écouté beaucoup de personnes qui souhaitent qu'ils viennent dans la nation. Ils ne sont même pas courtois. Vous voyez, l'autorité, c'est le Dieu d'un pays. Commencez par éduquer cette population que nos autorités ont les droits du respect. Alors, Richard? Commencez par là. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup Richard. Je pense que vous avez été largement écouté. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Kolani depuis Agoué. Ah, M. Kolani depuis Agoué. M. Kolani, allez-y. Oui, je salue le plateau, je salue notre invité universitaire. Je les ai suivis, lui et l'autre professeur sur Radio Avouleté. J'ai suivi ce matin sur Nana FM son collègue et je viens de le suivre ici. Heureusement qu'ils ont pris nos préoccupations. Quand je dis nous qui avons demandé l'abstention aux Togolais de ne pas aller voter, la libération des prisonniers politiques, une amnistie et puis une assise. Mais je les supplie, parce que quand on parle de l'universitaire, ce n'est pas des gens plus intelligents. On a vu des universitaires qui ont embourbé le peuple togolais avec la maladie de Covid. Nous avons vu des universitaires qui sont sortis pour soutenir une constitution qu'on ne comprend pas. Donc quand on appelle universitaire, surtout en Afrique, c'est les valets locaux, c'est les colons, c'est eux qui piétinent même le peuple. C'est pourquoi, des fois, l'armée est obligée de prendre ses responsabilités. Donc ceci dit, dans le développement, je préfère, c'est au niveau de l'assise que tout ce qu'ils développent, là, on le mettra. Sinon, quand la manière dont ils développent, pour les esprits faibles, qui penseront qu'ils sont des opposants contre le pouvoir. Non. Aujourd'hui, l'heure de la lumière, ce n'est plus question de l'opposition ou du pouvoir, c'est question du Togo. C'est l'intérêt général. Vous avez dit ça, vos journalistes sur le plateau ont dit quelque chose qui est très intéressant. Le citoyen. Si c'est le citoyen, cela veut dire forêt citoyen. Toute population est citoyen. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc cette assise, c'est une négociation. Ceux qui nous dirigent pensent qu'ils sont mieux. Ceux qui s'opposent pensent qu'ils sont meilleurs. Mais aujourd'hui, on a compris leurs limites. Mais le peuple se cherche. Mais en tant qu'universitaire, des gens intelligents, je pense qu'ils se démarquent à ne pas développer tout ce qu'ils développent là. Non. Le Togo a besoin d'une assise. C'est au niveau de l'assise qu'on mettra tout ce qu'ils sont en train de développer. Sinon, on aura encore des divisions. La preuve est qu'au niveau des sociétés civiles, ils sont divisés. Les partis politiques entre eux opposants divisés. Et maintenant, l'université est divisée. Or, le peuple a besoin d'une unité. Je m'arrête ici. D'accord. Et que la providence va pour ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Kolani, pour votre intervention. Je pense que nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Après Monsieur Kolani, c'est notre auditeur 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Comment vous allez? Oui, ça va, Basile. Comment vous allez? D'accord. Je salue monsieur le professeur Aokou. Merci. Bon, moi, je lui dis qu'il ne faut pas qu'il se témoigne pour quelques journalistes en studio. Parce que quand quelqu'un ne dort pas, mais il dit qu'il dort, on ne peut pas le réveiller. Le journaliste même, j'ai oublié votre nom, c'est quoi? Allez-y, Basile. Non, est-ce que je peux faire un droit de réponse? Non, mais Basile, puisque notre temps est déjà avancé, notre temps est déjà avancé, je pense que... m'a taré l'autre fois,
Moi, je préfère ne pas avoir été à l'école que lui qui a été à l'école, qui soutient l'insoutenable avec tout son colosse là. Il faut qu'il fasse ça avant de manger. Moi, je ne peux pas. Allô, Basile. Voilà. Merci beaucoup, Basile. Je pense que Basile n'a pas aussi grand-chose à nous dire concernant le sujet débattu ici au Club de la Presse. Et donc, Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Professeur, nous revenons en plateau. Vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur notre sujet débattu ici au Club de la Presse. Il y a d'abord Ali qui parlait même d'ailleurs de la gouvernance aujourd'hui, et pour lui, c'est que le citoyen est oublié. Tout à fait. Oui, non, je disais que, en fait, c'est cela, le fait même de la nature du type de pays que nous avons hérité de la colonisation. C'est-à-dire que ceux qui sont venus créer nos États n'avaient pas eu une préoccupation de créer des États. Ils étaient venus créer des comptoirs pour pouvoir évacuer les produits de chez eux. Nous nous sommes battus pour avoir nos indépendances. Nous avons hérité de ce système-là. Et ce ne sont pas des États. Parce que quand ce système-là fonctionne essentiellement sur ce qu'on appelle l'administration publique, c'est qu'il y a un problème. Ça ne doit pas fonctionner sur l'administration publique, ça doit fonctionner sur le citoyen et ses préoccupations. Dans les États d'où ils sont venus pour nous coloniser, c'est le citoyen d'abord qui est à la base et c'est lui qui est à la chose. L'intervention de M. Kolani m'a beaucoup aimé. Vous avez aimé? J'ai aimé. Parce que le vrai problème, c'est que quand vous êtes parfois, vous regardez, vous dites, mais voilà, des gens qui s'entendent sur tout, mais qui se plaignent de tout. C'est ce que nous avons constaté. Donc, si on prend les problèmes que nous avons ressassés ici, vous allez voir que nous avons des solutions, nous avons plein de solutions là-dessus. Et ce n'est pas nous en tant qu'universitaires, mais en tant que citoyens. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut construire un contrat citoyen sur cette base-là, en se disant, si nous sommes tous d'accord sur ces éléments-là, décidons de ce que nous allons faire. Ayons un plan d'action. Disons ce que nous allons faire pour que ça arrive. À partir de ce moment, nous qui avons émis l'idée, nous ne sommes pas un groupe formalisé sous forme d'association, sous forme de groupe d'intérêt, etc. Non. Nous avons juste émis fait des suggestions en disant, entendons-nous sur le minimum, construisons-le ensemble, disons ce que nous allons faire pour y arriver. À partir de ce moment, moi, je suis sûr que, comme il le dit, nous arriverons à ces états-là. Parce que nous ne pouvons pas décider de vivre ensemble sans faire des États qui nous rassemblent et qui nous permettent de nous prononcer sur notre avenir commun. Parce qu'on peut retarder l'échéance, mais il faut à un moment donné qu'on arrive à ça. Et je crois que M. Kolani propose quand même une assise. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je dis que le but ultime, c'est que nous puissions un jour nous entendre pour dire mais quel type de société nous voulons avoir et comment est-ce que nous voulons que le citoyen joue son rôle, pleinement son rôle dans tout truc, et comment nous allons le faire ensemble pour que nous arrivons à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contrat. Et pour faire un contrat, on ne le fait pas et on le dépose sur la page publique en disant venez signer. Non, un contrat, c'est un consensus. Dans les pays qui fonctionnent bien, c'est qu'on a une base consensuelle sur lequel personne ne tergiverse. Aujourd'hui, on se plaint en France que la droite va prendre le pouvoir, que la gauche va perdre le pouvoir, que le centre ne va pas faire ceci. Tous ces débats-là, je vous dis que c'est du pipeau. Le vrai problème, c'est que la France sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut dans le monde. Elle ira de l'avance, quel que soit celui qui va la diriger. Et c'est ça le consensus. C'est ça le consensus. On sait où se trouvent nos intérêts, on sait comment on va y arriver et on sait comment s'y prendre. Le problème chez nous, c'est que nous ne nous asseyons pas pour en discuter, pour voir comment nous allons faire pour qu'un minimum d'entente devienne pour nous le socle sur lequel nous voulons fonctionner. D'accord. Il y a madame ici qui posait la question, je ne sais pas si vous êtes habilité à répondre à cette question, qu'est-ce que le pouvoir en place reproche concrètement à la Constitution alors de la 4e République? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas aucune idée. Parce que moi, ce que je retiens, c'est que la 4e République avait déjà permis de prendre des engagements
Et à partir de ce moment, disons-nous que ces engagements, une fois que vous vous engagez, respecter cet engagement, ça relève de la culture et de l'éducation. Voilà. D'accord. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Michel? Non, Pascal, tu sais, tu invites des gens responsables qui quittent, qui font des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour venir animer l'émission avec toi, et il va falloir que vous preniez des dispositions. Parce qu'il y a des auditeurs qui ont appelé dans la courtoisie, ils sont exprimés, mais il ne faut pas que permettre des aliénés, des malades. Le dernier auditeur, par exemple, c'est un malade qui s'est trompé de chemin. Non, il s'est trompé de chemin. Il faut éviter que ces gens-là vraiment viennent gâter votre émission. Moi, c'est un conseil. Hein. D'accord, merci beaucoup, Michel. Oui, Abbas, on est à la fin. Pour moi, je voudrais tout simplement exhorter ceux qui nous gouvernent que nous sommes dans une république. Le minimum qu'ils puissent faire pour que le citoyen soit à l'aise, c'est d'écouter ce citoyen-là. Il faut l'écouter. Qu'est-ce que le citoyen veut? On ne gouverne pas pour soi-même, mais on gouverne parce que certains nous ont portés pour nous gouverner. D'accord. Et si on ne peut pas écouter, donc on n'est plus gouvernant. Okay. Il faut laisser les choses. Merci beaucoup, Ambroise. 10 secondes, professeur, pour clôturer cette émission. On remercie les collègues qui ont animé avec vos collègues qui ont animé avec nous l'émission et dire qu'il y a de l'espérance. Nous ne devons pas désespérer puisque cette constitution est venue montrer que quelles que soient les fuites de responsabilité auxquelles nous faisons face, on est rattrapé toujours par l'histoire. D'accord. Merci beaucoup, professeur Aoukou Kokou du mouvement Contrat Citoyen. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Ambroise, merci. Michel, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis.